Cripure repoussa le livre, hocha le menton avec une moue triste, ennuyée. Turnier était un inadapté, dit-il. Un réfractaire, c'est entendu, mais... Sa main fit un geste vague, à la fois réprobateur et conciliant, puis, avec une nouvelle moue, encore le dentier, il ajouta en baissant les yeux. Mais il rusait. Étienne sursauta. Il rusait ? Oh, c'est un fait, contrôlable. Que voulez-vous ? Dit-il d'une petite voix bredouillante. Je ne veux pas, n'est-ce pas, m'ériger en juge, mais tout de même, je me permets de formuler certaines réserves, n'est-ce pas ? Il y avait des côtés, disons, peu nobles. Il releva le front. Étienne saisit son regard, stupéfait d'y découvrir quelque chose, comme de la haine. « Qu'est-ce qui vous intéresse, Centurnier ?»« Son intransigeance, monsieur. »« Méfiez-vous, » répliqua la petite voix sifflante de Cripure. C'était un homme de foi, n'est-ce pas ? Toute croyance m'est suspecte. Je pense, n'est-ce pas, avec Stirner, de son vrai nom Caspar Schmidt. Il devenait pédant, signe qu'il se passionnait. Je pense donc que toute croyance est une fêlure, quand elle n'est pas une hypocrisie. Ceci je ne l'emprunte pas à Stirner, fit-il en levant le doigt. On peut concevoir cette fêlure dans la noblesse, mais aussi dans l'inverse, dans une espèce d'improbité, dit-il avec une moue de dégoût et comme pressé de se débarrasser de cette pensée. Il y eut un petit temps d'arrêt et Cripure ajouta « Le critérium, c'est la manière de vivre. » Étienne s'entendit répondre « Et de mourir ?»« Il aimait Mercédès, n'est-ce pas ?» répondit Cripure en soupirant. Son suicide ne regardait que lui-même, comme après tout chacun de nous est seul juge de mettre un point ou non. Ça n'a pas de rapport avec sa foi. Toute la vérité de cet homme était dans son amour. Le reste... Encore une fois, sa main balaya l'air devant son front. « Que voulez-vous dire ?» murmura Étienne. « Tout à l'heure, vous avez parlé de ruse. » La mimique de Cripure fut celle d'un homme désolé d'en accabler un autre, mais qui s'y résout, ne pouvant faire autrement. Ses grosses mains retombèrent lourdement sur les livres devant lui. Puis, retournant à sa pose primitive, penchant la tête et laissant pendre entre ses genoux ses deux mains jointes. Rusé, il faudrait dire carrément tricher. Je pense à ses rapports avec ses amis. Mais c'est un des côtés les plus émouvants. Du tout. Voyons, pas du tout, interrompit Cripure en secouant la tête. Vous pensez à l'intervention clandestine des amis après la ruine. Oui, monsieur. Une histoire, un montage de coups. Mais voyons, primo, la ruine était de Turnier lui-même et non du père. C'est lui-même qui se chargea d'engloutir toute la petite fortune. Et ensuite il ne vécut que des subsides de ses amis, c'est vrai. Mais la gentillesse de ces derniers se borna à ne jamais lui réclamer les sommes empruntées. Car enfin, cher monsieur, ceci va vous faire de la peine. Mais il ne serait pas honnête de vous laisser ignorer plus longtemps que Turnier était un sacré tapeur. Et pour appuyer son dire, il frappa à 2 reprises sur le rebord de la table avec l'index. Étienne ne bougeait plus du tout. Pourquoi s'acharne-t-il ainsi à le rabaisser ? Pourquoi ? Cripure l'observa. Je vous ôte vos illusions. Je veux la vérité. Encore le comique de l'adolescence. Avec une tête pareille, il devait croire à des absolus. Vous êtes courageux, dit Cripure. Oui. Il faut beaucoup de courage, continua-t-il d'une voix changée. Et évidemment, ce n'était plus à Turnier qu'il pensait. Il ajouta d'ailleurs avec un geste rond de la main « Je dis cela en général. » Je voudrais être sûr que vous ne le rabaissez pas volontairement. Cripure se frotta les tempes, son tic. Il fit la moue. « Que voulez-vous ?
répliqua-t-il avec un petit rire où le sarcasme se dissimulait à peine. Chacun a son esthétique. Je place la mienne dans un certain sentiment de l'honneur. Il s'arrêta et détourna son regard comme honteux. L'honneur ? Une fidélité à soi-même, une intransigeance absolue, continua-t-il en jetant cette fois à Étienne un regard enflammé de défi. Votre Turnier. Ce votre fit sursauter Étienne, ne partageait pas tout à fait cet avis. Mais comment donc ? Il s'est présenté aux élections. Lui ? Vous ne vous attendiez pas à cela ? Étienne n'eut pas besoin de répondre, sa mine déconfite parlait assez pour lui. « Mais c'est très contrôlable, » reprit Cripure. « Évidemment, quand j'écrivais ce machin... » Il prit son livre et le jeta parmi les autres, à l'autre bout de la table, avec mauvaise humeur. « Quand j'écrivais ce roman, j'ignorais tout cela. Je n'avais pas sous la main la documentation nécessaire, n'est-ce pas ? Outre que j'étais... pressé. Je ne voyais en Turnier que le romantique, l'homme de passion et d'idées, qui se promenait la nuit au bord de la mer en méditant. Une très curieuse figure sous ce rapport, n'est-ce pas ? Un solitaire inspiré. Il a vécu des années de méditation tout de même avant... Mercédès ? Oh, pas encore, dit Cripure avec un curieux sourire. D'une petite voix de tête, il expliqua en levant l'index. « La folie !» Et il rit. Quel homme étrange. Et aussi, comme on respirait mal dans cette pièce obscure. Maya avait allumé son fourneau qu'on entendait ronfler. Elle avait entrebâillé la porte vitrée pour que la chaleur se répandît. Mais sous l'effet de cette chaleur, les odeurs de chien et de moisissure devinrent intolérables. Si seulement on avait pu ouvrir la fenêtre. Vous ne connaissez pas l'histoire de la hache ? Une hache ? Un jour, il prit une hache pour se couper le bras. Il ne réussit qu'à se faire enfermer dans un asile. Sorti de là, savez-vous ce qu'il fit ? Il vendit son dernier lopin de terre et partit. Il devint, je vous le donne en 1000. Les yeux de Cripure brillaient. Il observait Étienne avec une malice de mauvais aloi. « Vous ne devinez pas ?»« Non, monsieur. »« Comptable !» s'écria Cripure, en riant aux éclats, mais d'un rire forcé, intolérable à lui-même, et qui finit court. « Naturellement, ça tourne à mal, » reprit-il. « Sa comptabilité, n'est-ce pas, ne devait pas leur plaire ? Des procès à n'en plus finir, ensuite encore l'asile, et enfin ici. » Mercédès ? Elle-même. Vous croyez sans doute comme tout le monde. Inutile, fit-il, croyant qu'Étienne allait parler. Je sais ce que vous pensez. Eh bien non. Mercédès n'était pas du tout ce que vous croyez, mon cher. Pas du tout la fille d'un châtelain, comme on le raconte à tort, et moi le premier. Elle était l'enfant d'un quelconque bourgeois, une amie d'enfance. Naturellement, pas un personnage rencontré par hasard. Autre chose, elle n'était pas non plus le premier amour de Turnier. Pas du tout, il avait aimé bien d'autres femmes avant elle. À l'époque dont nous parlons, il était lié d'une forte amitié avec une autre femme, une madame, son nom m'échappe. Il est vrai qu'il offrit à Mercédès de l'épouser, il est vrai aussi qu'elle refusa. Oui, mais oui. Cette fois, ce n'était plus d'une seule main qu'il balayait l'air devant son front, mais des deux mains à la fois. Au fond, acheva-t-il avec un mouvement amer des lèvres, ce Turnier, n'est-ce pas, était un pauvre dupe, un malheureux type, brouillé avec lui-même, une victime. Qu'est-ce que cet amour qui ne fut pas lui inspirer un autre courage que celui de mourir ? Il fallait pas renoncer. Dans ce monde où tout se conquiert, il fallait savoir la prendre au besoin de force, s'écria-t-il avec colère.
et redevenu calme, cessant d'agiter les bras qui redescendirent comme d'eux-mêmes entre ses genoux. Rentrant la tête dans les épaules, il conclut d'une petite voix douce et non sans tendresse: « Un raté de la vie, de la pensée, de l'amour. » Silence. Cripure baissait la tête, semblait avoir complètement oublié la présence d'Étienne. Ses grandes mains jointes et pendantes entre ses genoux pointus, le cou dans les épaules, à quoi pensait-il? À l'angoisse de Turnier, au lendemain de la fuite de Mercédès, ou à la sienne propre quand Toinette? Autant eût-il valu en finir le jour même comme l'autre avait fait avec courage. Et puisque l'épée de l'officier blond lui avait fait peur, pourquoi n'avait-il pas pris son pistolet et... Il eut un petit sursaut des épaules, geste sans doute de pitié pour lui-même, mais il ne resta pas moins sans un mot, de plus en plus oublieux d'Étienne, perdu. Les petits chiens sommeillaient et de temps en temps poussaient de gros soupirs naïfs comme des soupirs d'enfants. Étienne, sur sa chaise, ne bougeait plus, fasciné, avec le sentiment paralysant que le moindre bruit de sa part se serait répercuté comme un écho formidable entre ses murs, formidable et blasphématoire. De la cuisine venait un clapotis de vaisselle dans une bassine. Étrange de se trouver seul avec cet homme entre ces quatre murs noircis d'humidité, où il faisait de plus en plus sombre depuis que la pluie s'était mise à tomber avec, autour de la maison, un petit bruit rongeur comme si une armée de rats en avait entrepris le siège. Étrange et oppressant. Il aurait voulu être loin déjà, abandonner là cette conversation si pénible, si menteuse. Comme tout était compliqué, embrouillé, falsifié. Ils s'étaient menti à eux-mêmes et lui avaient menti en tout. Et Cripure continuait. S'y retrouverait-il jamais? Découvrirait-il jamais sous tant de mensonges une vérité? Aurait-il le temps? Devine, devine, ou je te dévore. Le sphinx ouvrait déjà la gueule. Ce soir, la caserne, dans 3 mois. Il passa la main sur son crâne tondu de la veille. Dans la rue entra la noire silhouette de monsieur le maire, avec dans sa main gantée de noir son parapluie noir, sa redingote en aile de corbeau, ses caoutchoucs, flic, floc, clop. Il commençait sa tournée de bien bonne heure ce matin. À combien de pères et de mères allait-il aujourd'hui glisser dans la main « Tenez mon ami, voilà pour vous !» ce petit papier où serait marqué en rouge la mort d'un enfant. Il y en avait trop, et Étienne avait entendu dire que monsieur le maire n'y arrivait plus. Il lui aurait fallu des secrétaires. Il remarqua pourtant que son ventre ne tombait pas, ce ventre législatif si bien fait pour l'écharpe tricolore ou pour l'affiche, un ventre glorieux, un vrai panneau, bandé comme le parapluie et non moins vaste. Est-ce qu'il repérait les portes où il n'avait pas encore frappé, ou rien qu'une fois? Dans cette Saint-Barthélemy générale, il aurait pu faire sur toutes des croix. Je n'existerai plus, et voilà, pensa Étienne. Comment cela serait-il? Il ne voudrait plus rien, il n'aimerait plus rien. On ne peut pas se figurer. Les autres parleraient d'eux vides, de pertes cruelles éprouvées en la personne d'eux. La mère montrerait son voile de deuil en disant qu'elle ne pensait pas tout de même avoir à le reprendre si tôt. Et le père irait se cacher quelque part, pas au bistrot en ce jour de malheur, au grenier, comme l'autre fois, où il pleurerait pendant des heures assis sur une caisse vide, des toiles d'araignée plein les cheveux. Voilà, tout serait dit. Tout? Non. S'il avait la chance de n'être pas entièrement pulvérisé, on ramènerait sûrement son cadavre. Cérémonie à la gare, à l'église, au cimetière, et le jour de la Toussaint, il remettrait ça à un monsieur quelconque. Un Babineau, un Abusset ferait un discours sous un parapluie. Ensuite, la marche funèbre de Chopin. Et l'après-midi, les messieurs prêtres défileraient à travers les tombes, en surplis, les mains jointes, le dos bossu, versant sur la douleur du monde l'opium de leurs oraisons.